Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter chaque semaine un peu plus nombreux et de continuer de commenter les épisodes sur les différentes plateformes où nous sommes disponibles, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et tous les autres, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez, où vous soyez. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui devient un habitué du podcast AWS en français, Nicolas Herman, Staff Solution Engineer chez HashiCorp. On avait déjà fait un autre épisode où on avait parlé de HashiCorp en général, de Terraform. Nicolas, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité ensemble. La sécurité fait souvent les titres de l'actualité et c'est le genre d'endroit où on ne veut pas être quand on dirige une société ou un système informatique en tout cas, de se retrouver à la une de tel journal ou tel autre journal. Et une partie importante de la sécurité, c'est la gestion des mots de passe et des secrets que vous utilisez dans vos systèmes IT, les mots de passe des bases de données, les mots de passe que les applications doivent connaître. Et donc, on va parler aujourd'hui plus spécifiquement d'une offre d'HashiCorp qui s'appelle HashiCorp Vault. C'est quoi le problème des clients que vous essayez de résoudre, le challenge des clients? C'est justement cet angle sécurité-là qui était votre préoccupation quand vous avez décidé de créer Vault? Oui, tout à fait. Donc déjà, bonjour aussi Sébastien et merci encore de me refaire intervenir dans ton super podcast. Effectivement, c'est comme tu l'as précisé, les faits nous le montrent de plus en plus. Le fait que justement de plus en plus d'attaques arrivent et souvent arrivent par des problèmes de mots de passe, de configuration et au-delà aussi bien sûr de social hacking, ça c'est un autre sujet. Et donc en fait, si tu veux, quelle est la problématique? Et c'est bien parce qu'on fait un peu le lien avec le podcast, le premier qu'on a fait ensemble. Comment Vault est né? Vault est né dans dans sa première itération pour répondre à une problématique d'automatisation à travers l'infrastructure as code. Donc, comme tu connais bien, c'est Terraform. Et donc, la première volonté de Vault était de justement comment sécuriser tous les secrets qui se trouvaient au sein du code Terraform. C'est-à-dire que comment je dois me connecter à différents clouds, à différentes API, et j'ai pas envie que mes secrets soient stockés dans mon code. Parce que s'ils sont stockés dans mon code, ils sont généralement en clair dans mon Git, et ça c'est très très mal. Ou alors, ils sont dans ma chaîne CI/CD, et donc ils sont encore à un autre endroit. Ou alors, et ainsi de suite, tu vois, je peux multiplier en fait les places où je pourrais mettre mes secrets. Et donc, Vault a été créé pour ça, pour gérer justement ces secrets, et en plus, dans un autre cas d'usage également, et on y reviendra par la suite, sur le chiffrement de la donnée. Il a été créé pour répondre à ces deux problématiques principales au départ. Donc, comment ça marche? C'est une application avec une API où je peux stocker un secret. Est-ce qu'il va gérer les clés pour moi? Est-ce que je dois venir avec ma clé? Et puis après, comment je m'authentifie pour récupérer ce secret? Puisque le secret est là, si je peux y avoir accès, je dois être fortement authentifié, autorisé. Donc, comment ça marche? Quelle est un peu, peut-être pas l'architecture technique, mais quelles sont les briques de base ou les concepts de base qu'on doit comprendre quand on utilise Vault? Alors, c'est une très bonne question. Les concepts de base sont, somme toute, assez simples, bien que je pourrais y passer des heures à les expliquer, parce qu'on peut vraiment aller très deep dive dessus. En fait, si tu veux, ce qui est important dedans, c'est qu'on a un workflow. Comme on l'a pour Terraform, on a aussi cette notion de workflow pour Vault, où en fait, on a trois étapes principales qui sont nécessaires et qui sont toujours les mêmes, peu importe ce que j'utilise, pour me connecter à Vault et m'identifier à Vault. Donc la première étant d'avoir un client. Un client, il va être basé sur une identité. D'accord? Donc ça peut être dans le monde AWS, ça peut être IAM, ça peut être par exemple aussi le certificat PKCS7 au niveau des machines EC2. C'est une identité, d'accord? Ce qui est intéressant là-dedans, dans cette identité, c'est que Vault puisse la vérifier, d'accord? Donc, en fait, quand une machine ou un client humain essaye de se connecter à Vault et donc passe par le processus d'authentification, Vault va lui, par défaut et obligatoirement, aller contrôler auprès des autorités d'identité que l'identité est correcte et du coup valide ce point-là. Une fois qu'il a validé ce point-là, attaché à cette identité, il y a un rôle au sein de Vault qui va attacher des autorisations. Donc c'est le auth-n auth-z, d'accord? C'est authentification, autorisation.
qui en est d'abord et puis est-ce qu'on a le droit de faire cette opération? Exactement. Et donc derrière, une fois qu'on a validé en fait ces ensembles d'informations et qu'on y a attaché ces autorisations, on va délivrer ce que l'on appelle un token temporaire qui est lié à un TTL, donc un time to live, et donc qui va donner un accès temporaire à Vault sur un sous-ensemble de secrets par rapport au rôle qui m'est attaché. Donc on est purement en fait dans du IAM. Et donc dans le rôle, dans les autorisations, dans les permissions, on définit qui a accès à quoi. Et là, je suppose qu'il y a une certaine granularité pour dire j'ai accès à tel secret pour faire telle opération, juste pour le lire ou pour le changer. Exactement. On fonctionne avec des ACL. Donc du coup, à travers ces politiques en fait d'ACL, on va pouvoir définir un certain nombre de droits qui vont être attachés à des chemins. Et donc en fait, si on pourrait schématiser ça et faire une analogie avec un serveur de fichiers sur lequel j'ai plein de chemins, et les chemins, c'est des secrets, d'accord. Et donc, du coup, les ACL sont purement et simplement des droits d'accès à ces chemins, avec du read, du write, du update, du delete, et voire juste du list, quand j'ai besoin de lire une arborescence, par exemple. Ah oui, donc je peux faire une organisation, une hiérarchie de secrets et donner accès au top level à quelqu'un, mais donner juste accès à une feuille, enfin à un secret spécifique à d'autres personnes. Exactement. Alors ça c'est ce qu'on va retrouver notamment quand on va gérer tous les secrets de type clé-valeur, donc des secrets dits statiques, d'accord, où là on peut recréer une certaine arborescence justement au sein de Vault. Et après, ce qui est important aussi justement dans cette hiérarchie-là, c'est qu'on a la possibilité aussi de créer une autre notion à l'intérieur qui s'appelle des namespaces. Donc pour créer des vaults à l'intérieur de Vault, et donc aussi exactement avec cette même politique d'ACL, donc voire même à segmenter complètement dans Vault d'autres petits vaults pour faire tout ce qui est multi-tenant. Donc on a cette possibilité-là. Alors les secrets sont forcément chiffrés quand vous les stockez sur disque. Comment est-ce qu'on gère les clés de chiffrement? Comment est-ce que vous permettez de gérer les clés? Est-ce que c'est par secret, par identité, par hiérarchie ou d'autres choses encore? Alors, on a en fait un système qui est basé sur, donc qui est out of the box et qui est basé sur un algorithme qui s'appelle Shamir, donc qui est le premier en fait système de déverrouillage du Vault, on va dire, qui est présent par défaut, donc qui nécessite du coup ce qu'on appelle une cérémonie. Donc comment ça fonctionne? Vault fonctionne avec une clé master, d'accord, qui est là pour chiffrer des clés de chiffrement, en fait, du stockage que utilise Vault, d'accord. Donc, cette clé master, quand on est en mode Shamir, elle va être découpée en plusieurs morceaux. Donc, en l'occurrence, on a par défaut 5 morceaux avec un seuil de 3 minimum pour pouvoir recréer cette clé master, d'accord. La problématique, par contre, que l'on va retrouver par rapport à ça, donc c'est très sécure dans le sens où c'est comme si on avait des codes nucléaires et que on donnait des clés à 3 personnes, 5 personnes différentes et qu'il fallait à un instant T les regrouper dans la même pièce pour pouvoir le faire. Mais la problématique, c'est, comme je viens de le dire aussi, c'est que c'est contraignant. Parce qu'il faut un certain quorum de personnes pour pouvoir le faire. Donc, on a une autre possibilité qui s'appelle l'auto-unseal, et donc typiquement de pouvoir utiliser un AWS KMS ou un HSM pour pouvoir chiffrer et donc garder la clé de chiffrement de la clé master dans un KMS, et donc automatiser ce processus de déverrouillage de Vault. Tu anticipes mes questions, parce que c'est ma question suivante. Effectivement, je me disais, OK, gestion de clés, est-ce que ça s'intègre avec des HSM externes ou KMS, par exemple, sur AWS? Et puis, il y a une clé spécifique générée par secret qui est elle-même chiffrée avec la clé master du Vault. Alors là, c'est effectivement, en fait, si tu veux, c'est un poil différent dessus. On utilise, en fait, donc on a des clés de chiffrement, donc qui sont dérivées en fait de la master key. Donc on a des cakes et des decks, des data encryption key aussi. Donc le secret en tant que tel est pas foncièrement lié à une clé spécifique dans Vault. C'est tout le Vault qui est chiffré de base. D'accord? Donc ces clés, on peut faire une rotation de ces clés. Toutes ces opérations en fait sont des opérations bien sûr d'administration qui sont totalement faisables, d'accord? Mais elles sont générées par Vault et gérées par Vault. Mais ce qui est important dedans, c'est que, bien sûr, tout est chiffré. En matière de sécurité, de gestion de secret, l'auditabilité, la visibilité est super importante également. Je suppose que vous offrez soit du reporting, soit des dashboards pour pouvoir certifier, attester qui a accédé à quoi, quand. Alors,
On s'intègre avec des solutions tierces, bien évidemment, mais ce qui est important de base, c'est qu'effectivement, toute action faite au niveau de Vault est auditée. Donc, c'est-à-dire, on active l'audit. Et donc, ce qui est important aussi, c'est pour éviter justement les attaques de man in the middle et des choses comme ça. Dès qu'on a activé l'audit, on doit d'abord, avant d'accéder à un secret, Vault doit pouvoir écrire sa log d'audit. Si son système d'audit a été coupé, pour X ou Y raison, Vault ne répondra plus aux requêtes. Donc c'est très important aussi le fait que justement on ne puisse pas faire de la modification des fichiers d'audit ou essayer d'effacer ses traces, ce n'est pas possible. Donc par contre, comme je disais, tout est logué. Et donc, on a des partenariats où, par exemple, on s'intègre avec typiquement à du Splunk où il y a une application déjà qui est disponible chez Splunk pour pouvoir s'intégrer. Mais on pourrait s'intégrer avec tout autre type en fait d'outils CIEM ou de puits de log et faire des dashboards. Tu m'as convaincu, j'ai envie de démarrer, j'ai envie de mettre les mains dedans. Comment je fais ? Je vais sur votre site web, je crée un compte et puis... Alors, c'est encore plus beau que ça et c'est encore plus simple. C'est que tu n'as même pas besoin d'aller créer un compte. C'est juste, on peut télécharger le binaire Vault. Donc, c'est comme la plupart et comme je dirais tous les outils d'Hashicorp, c'est un binaire Go, donc on peut le déployer sur tout type de système. Donc, on va le télécharger sur release.hashicorp.com. On a la version même Enterprise que l'on peut essayer, parce que Vault est en OSS également. Et donc, on le télécharge et en une commande, Vault server-dev, on a un Vault qui run sur sa machine en mode développement, donc avec tout le stockage in-memory, et on peut accéder à la GUI, aux CLI et aux API comme s'il était en production. Donc une GUI, une ligne de commande pour automatiser, pour scripter, et une API si je veux aller plus loin pour tout ce qui est intégration, que des shell scripts pour l'intégration dans des outils. Et c'est un binaire qui tourne, donc c'est du Go, donc ça tourne sur Linux, sur Windows, même sur Mac, sur mon laptop, ça va tourner. Comment vos clients déploient typiquement en production ? C'est quoi l'infrastructure pour la redondance notamment, ou pour le stockage partagé ? Je sais pas. Enfin, c'est quoi une infra typique de prod ? Alors, ce qui est intéressant dedans, donc ça a évolué en fait au fur et à mesure des années. Ce qui est intéressant, c'est que donc la version OSS offre différents types de stockage back-end qui sont supportés. Donc, on a du file, on a de la base de données, on a Consul aussi également, bien évidemment, parce que c'est quelque chose que l'on fait nous, donc c'est plus simple. Et dernièrement, on a le stockage intégré qui est encore beaucoup plus simple parce que du coup, tout est dans le binaire Vault et on n'a rien d'autre à gérer. Maintenant, la problématique, c'est qu'en production, on a des fonctionnalités supplémentaires qui arrivent. Et donc déjà, dans un premier cas d'usage, comme pour expliquer une infra de prod, on va se retrouver en général avec 5 nœuds Vault. Alors, de plusieurs types de déploiements en fonction des contraintes aussi des clients. C'est bare metal. On peut déployer en fait sur du bare metal. Donc, un service Vault, un serveur Vault physique, d'accord ? C'est comme si j'avais en fait un HSM, mais je le multiplie au nombre de 5 parce que c'est justement pour cette notion de quorum au niveau du stockage partagé qui est important. Donc, on a justement la possibilité de monter jusqu'à 5 nœuds et pouvoir en perdre jusqu'à 2, parce qu'on garde toujours un 3 nœuds votants pour effectuer le quorum. Donc ça, oui, le problème que tu expliques là, c'est dans un cluster de 3 nœuds, il faut toujours une majorité plus 1 pour décider qui a la vérité. Donc il faut 2 nœuds pour dire ça c'est la vérité. Et donc si un nœud tombe, on n'a plus ce quorum, puisque chaque nœud survivant, les 2 survivants peuvent croire chacun qu'ils détiennent la vérité. Et donc on ne sait plus prendre de décision. Donc pour faire un cluster distribué hautement disponible, d'abord il faut un nombre impair et qui supporte la perte d'un nœud. Et donc il faut minimum 3 nœuds qui restent après avoir perdu un nœud. Donc 4, mais je viens de dire impair, donc 5. Oui. Alors, c'est un bon résumé. La particularité, effectivement, c'est qu'on peut descendre jusqu'à 2, mais on ne pourra pas descendre en dessous de 2. Oui. D'accord mais effectivement, le plus étant toujours le mieux. Et pas foncièrement l'ennemi du mal, pour une fois. Et donc, on peut déployer... Pardon, je t'ai interrompu. Donc, tu disais bare metal, c'est un bare metal. Un déploiement. Exactement. Alors ça peut être pour, typiquement, tu vois, tout ce qui est environnement PCI DSS, à forte contrainte de s'assurer que un service tourne sur un point particulier. Oui.
Quand tu dis bare metal, nous on a un mot différent. Bare metal pour nous, ça veut dire pas, juste le minimum d'hyperviseur et pas d'OS. Toi, quand tu dis bare metal, c'est plutôt tu parles virtual machine. Ah non, je parle réellement d'un serveur physique. C'est pour ça que je disais même un HSM. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de physique à l'ancienne. Tu vois, tu prends un serveur physique, tu le racks. J'ai plus l'habitude de penser serveur physique. Ok, d'accord. Donc on a la même définition de bare metal, un serveur physique. Exactement. Mais avec un OS. Oui, avec un OS, Red Hat, Linux, peu importe. Et donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape étant de, bien sûr, supporter aussi les environnements virtualisés. On peut déployer Vault en tant que VM quelque part, bien sûr, bien évidemment. Et en fait, si tu veux, la dernière étape étant de pouvoir le faire tourner en container. Et donc là, on a tout ce qui est disponible pour pouvoir le déployer sur Kubernetes avec le mchart validé Enterprise supporté par HashiCorp. Mais chaque typologie d'infrastructure amène des contraintes plus ou moins fortes au niveau du hardening. C'est ça qui est important en fait là-dedans. Bien sûr. Le bare metal étant le plus hardené parce qu'un serveur physique qui ne fait tourner qu'un service, à part rentrer dans le data center, on n'a pas d'autres spécialement moyens, hormis bien sûr si je laisse tous les ports ouverts, mais on n'a pas de moyens c'est bien configuré, d'accéder à la machine. La VM, j'ajoute une couche d'hypervision, donc j'ai potentiellement un rebond si j'arrive à attaquer mon hyperviseur, bien que j'ai des OS et des OS complètement isolés les uns des autres à l'intérieur des VM. Et dernier, c'est le container. C'est là, j'utilise le même kernel, j'utilise la même machine. Donc, il y a un peu plus de contraintes, justement, sécuritaires autour de ça. Donc, en général, on préconise plutôt de dédier des nœuds spécifiques pour faire tourner Vault, pour éviter qu'un autre container qui tourne sur, tu sais, comment ça se passe, on a téléchargé une image sur Docker Hub, les protocoles de sécurité sont totalement bypassés, donc on n'a jamais vérifié vraiment la validité des CVE ou des patchs qui auraient pu être passés sur cette image Docker. Donc, si je la mets à côté de mon conteneur Vault, à un moment donné, j'ai une attaque de surface une surface d'attaque plus grande que si c'était une VM, et encore plus grande que si c'était un bare metal. Voilà, c'est. Et donc, démarrer en développement, je télécharge le binaire, je le tourne sur mon laptop, c'est super facile. Démarrer en prod, vous offrez des scripts qui permettent de déployer facilement. Tu as mentionné Kubernetes, je suppose qu'il y a des scripts Terraform aussi qui permettent de créer l'infrastructure nécessaire à un déploiement. Bien sûr. Alors, on a effectivement des modules Terraform qui sont disponibles pour tous les clouds majeurs, entre guillemets, dont AWS, bien évidemment. Il y a aussi, et je fais partie des mainteneurs de rôle Ansible pour déployer des clusters 6 volts sur tout type d'infra là du coup, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même approche. Et sinon maintenant, une grosse évolution quand même, c'est que maintenant c'est plus juste un binaire que l'on télécharge. On est compatible avec Brew, on est compatible avec Yum, DF et apt-get. Donc pour tous les affiches et chocolaté aussi, même chocolaté pour Windows. Donc pour tous les package managers, on peut maintenant simplement installer Vault sur sa machine. Alors, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent connaissent probablement AWS Secret Manager, et à un moment, je dois poser la question, je suis désolé, puisque les deux services ou les deux produits occupent les mêmes cases, en tout cas dans mon schéma mental d'infrastructure IT. Secret Manager sert également à stocker des secrets. Vous, en tant que vendeur third party, je suppose que vous ouvrez, tu l'as déjà mentionné, à plus de cloud, à plus de systèmes, mais c'est quoi les points différenciants? Qu'est-ce que vous faites différemment? Enfin, différemment, tu l'as déjà dit, c'est un binaire à installer, à gérer. Nous, c'est un service. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à Secret Manager? Alors, il y a plusieurs choses déjà de ce niveau-là, et c'est bien de poser toujours la question. Si on se base typiquement, je dirais, sur quelque chose de basique, et ce que fait Vault, savoir de la clé-valeur du secret statique, c'est-à-dire on est à peu de choses près la même chose qu'un Secret Manager de ce point de vue-là, d'accord? Avec par contre la particularité, effectivement, que vu que c'est quelque chose qui n'est pas lié à un cloud en particulier, je peux l'installer aussi bien on-prem, donc répondre à des problématiques on-prem, qu'à des problématiques cloud, et aussi même du coup pouvoir le gérer sur du multi-cloud, bien évidemment. Sur d'autres clouds que celui d'AWS. Exactement. Tout à fait. Donc ça, déjà, c'est un des premiers points. Un des deuxièmes points, et non des moindres, sur la gestion aussi des secrets, c'est qu'on a une approche un peu différente par rapport à ce que fait Secret Manager sur la rotation des mots de passe. C'est plus quelque chose qui existe depuis assez longtemps, la rotation des mots de passe. Nous, notre approche est différente, on gère des secrets dits dynamiques, c'est-à-dire que
l'utilisateur et le mot de passe n'existent pas au moment où on le demande. Donc typiquement, dans un workflow applicatif, je déploie une nouvelle application. Je déploie même d'ailleurs une fonction Lambda, parce qu'on s'intègre maintenant avec les extensions API de Lambda. Le secret, j'ai pas besoin de le connaître. Il n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai configuré Vault, en fait, pour que lui soit l'autorité à laquelle j'ai délégué le management, en fait, de mes secrets pour accéder à une base de données, pour gérer des certificats PKI, pour créer du RabbitMQ, pour créer aussi des accès typiquement AWS, par exemple, si nécessaire, au niveau des secrets. Et donc, au moment où je vais m'authentifier à travers Vault, donc avec notamment l'IAM que je vais utiliser dans ma Lambda ou dans mon ECS ou peu importe, je vais avoir un certain nombre de droits et je vais requêter à Vault, donne-moi en fait un user et un mot de passe qui a tel rôle pour accéder à telle base de données. Et c'est Vault qui le crée comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'il le crée de cette manière et surtout il l'attache en fait à l'identité de la machine qu'il a demandé. Donc, au moment où ce token de cette machine va expirer, il va automatiquement révoquer aussi l'accès qui a été généré. Et donc, ce qui fait qu'en fait, du coup, je vais pas avoir un mot de passe qui va être, même si je le fais tourner, parce que rotationner, ça n'existe pas en français. Même si je le fais tourner, tu vois, à travers un secret manager, ce mot de passe, en fait, il peut être partagé entre plusieurs machines. Là, il va être dédié à une application et attaché au cycle de vie de cette application et de son identité. Et donc, il parle directement aux différents systèmes dont il est capable de faire la rotation des mots de passe, les bases de données notamment, via les API standards, JDBC, etc. Je suppose qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de plugin à installer. Non, alors, il y a... C'est pure clean. Alors, la plupart des plugins sont out of the box dans Vault. Mm-hmm. Après, il y a des plugins qui sont gérés, notamment si je prends Oracle, par exemple, c'est un plugin qui est externe. Et donc, on l'intègre, en fait. On marche justement avec des plugins. Et donc, Vault est aussi c'est ça aussi sa force, c'est son extensibilité, le fait de pouvoir en fait créer autant de méthodes d'authentification que l'on souhaite et créer autant de secret engine, donc de moteurs de secret que l'on souhaite. Il y a toujours un problème de la poulette l'œuf quand je réfléchis à cela. Oui. Et comment est-ce que Vault parle initialement à la base de données dont on veut faire la rotation du secret pour créer des utilisateurs et des mots de passe à la volée? Il doit lui-même avoir son mot de passe admin. Exactement, c'est une excellente question aussi parce que tu pourrais te dire effectivement que c'est une problématique. J'ai une problématique de sécurité parce que si à un moment quelqu'un a bien dû configurer Vault, il connaît le mot de passe root pour accéder à toutes les bases de données. Et ben justement, ce que l'on fait en fait à ce niveau-là, c'est que à partir du moment où on a configuré ça, Vault va faire une rotation de ce mot de passe. Et donc il y a que Vault qui connaît ce mot de passe. Donc c'est-à-dire que même celui qui administre Vault et qui a créé cette configuration ne peut plus se reconnecter une fois qu'il a créé cette configuration. Sur les bases de données. Vous avez des outils également autour de Vault pour le backup, l'export, le réimport du Vault lui-même? Alors pour ça, on se base en fait simplement sur nos architectures de référence, donc qui sont et Consul et le stockage intégré. Et donc quand on est sur Consul, on a le snapshot Consul, donc c'est ça le mécanisme de backup. D'accord, donc on snapshot Consul et donc au moment où on restaure Vault, on restaure en fait restaurer Vault entre guillemets, c'est juste un binaire. Hein. Donc on restaure en fait les datas dans Consul. Et quand on est dans le mode stockage intégré, on fonctionne avec le même mécanisme de snapshot. Donc on crée des snapshots en fait de la même manière que l'on stocke bien évidemment sur un stockage S3 ou un blob ou peu importe, pour justement avoir cette notion de RPO, RTO en fonction de ce dont on a besoin. Donc, si je fais tourner Vault sur une instance EC2, je peux prendre des snapshots EBS, par exemple. C'est la manière de faire des backups. Alors, c'est directement les snapshots au niveau de Vault. C'est Vault qui contrôle lui-même ces snapshots. D'accord. Parce que du coup, tu es application consistant. Si tu fais les snapshots au niveau de l'EBS, tu seras crash consistant. C'était ma question suivante. Voilà. C'était ma question suivante. Donc, les snapshots dans Vault et pas au niveau de l'OS, bien compris. Autre question que les développeurs nous posent souvent quand on parle de ce genre d'outils, c'est comment je fais mes tests locaux, comment j'intègre ça dans ma chaîne de CI/CD. Enfin, je sais, c'est deux questions. Il y a d'abord comment je teste en local et puis comment j'intègre dans des chaînes de CI/CD. Alors justement, ce qui est intéressant là-dessus, et on en a parlé un peu en préambule,
quand tu m'as posé la question de comment on déployait, comment on avait accès au binaire, c'est que le binaire que l'on a en prod va être exactement le même que je vais pouvoir mettre sur ma machine en local. Et donc, comme je disais, on peut le démarrer en mode dev. Donc, très simplement, comme ça, d'un claquement de doigts, ça prend 5 secondes. On tape la commande, on a un Vault up and running sur sa machine avec toutes les API et toutes les fonctionnalités auxquelles on a accès en fonction de son binaire, bien évidemment. Donc, tout ça, ça nous permet déjà globalement de pouvoir développer sur sa machine, sur son environnement que l'on connaît bien, ou sur du Vagrant si on est adepte de Vagrant, de pouvoir développer avec exactement les mêmes API que l'on aurait en production. Donc déjà, ça c'est simple, d'accord, c'est très facile, et ça nous permet aussi de le faire en mode totalement déconnecté, surtout en ce moment avec le mode remote partout. C'est, je trouve, assez intéressant d'avoir cette possibilité-là. Ça, c'est un des premiers points. Maintenant, du fait aussi, bien sûr, que l'on fournit des API, on a la possibilité de très simplement s'intégrer dans un système de CI/CD, donc en communiquant à travers les API, communiquer avec Vault, voire pour certaines chaînes CI/CD, il y a des plugins communautaires qui existent pour directement s'intégrer avec Vault et donc éviter d'avoir à gérer cette notion de petit scripting. C'est du curl, hein, c'est rien d'extraordinaire, mais ou même du Python, parce qu'on peut utiliser tout type de commandes de librairie pour parler avec nos API. Ouais, tout à fait. Et je suppose que la communauté a créé des kits, je ne vais peut-être pas dire des SDK, mais des librairies en Python, en Node et autres, déjà là, pour ne pas devoir utiliser l'API. Ah, c'est vous qui les fournissez. On en a fourni quelques-unes. Alors, celle que l'on maintient, c'est celle qui est en Go, bien évidemment. Mais sinon, il y a HVAC en Python, il y a Java, il y a Spring Vault pour du Spring, il y a presque tout, en fait. Tout est déjà disponible pour s'intégrer justement dans le code. Et comment vos clients gèrent typiquement les différents credentials pour se connecter à Vault lui-même entre les différents environnements, dev, test, staging, release? C'est la même API, d'accord, mais l'authentification, il y a bien le secret d'authentification à Vault lui-même. Ce sont les méthodes plutôt classiques, les variables d'environnement. Justement, c'est aussi une des forces, c'est qu'on n'a pas besoin spécialement de gérer un user et un password pour se connecter à Vault. Parce que, comme je disais, on peut utiliser des méthodes d'authentification. Donc, imaginons par exemple que, alors prenons un cas très simple. Je fais tourner ma chaîne CI/CD sur un cube. D'accord? Donc, mes runners tournent sur cube. Sur Cube, il y a un mécanisme d'authentification qui s'appelle les service accounts. Donc, en fait, on va pouvoir configurer Vault pour utiliser cette méthode d'authentification. Donc, en fait, le runner va pouvoir lui-même s'authentifier. Et j'ai pas besoin de dire au développeur, il faut que tu penses à mettre user password, et moi, il faut que je pense à faire une rotation. Et du coup, si je crée ce secret-là, qui n'est plus dans Vault, je centralise moi mes secrets, je commence à avoir du sprawl un peu partout, parce que du coup, quid de comment je le protège dans mon Jenkins, dans mon GitLab, dans peu importe. Exactement, c'était le sens de ma question. Et si je traduis ça en AWS, quelle serait la méthode traditionnelle? IAM, EC2, simplement un rôle. Voire un assume role aussi, on supporte aussi l'assume role. Donc toutes ces méthodes-là, en fait, sont disponibles au niveau de Vault pour proposer et valider une identité qu'une application pourrait utiliser. Et donc, quand tu dis un assume role, ça veut dire qu'on lui passe une access key, secret key, il assume le rôle, et à partir de là, il obtient ces autorisations qui permettent de valider l'appel qui a été fait à Vault. J'ai bien compris? C'est ça. Ok. Quel est le futur? Vers quoi vous allez? Alors, je te demande pas de dévoiler des secrets de roadmap, évidemment, mais les grandes tendances que tu vois pour cette année, les années suivantes sur Vault, l'évolution, ce que vos clients vous demandent le plus fréquemment. Oui, alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé effectivement dans les différenciants aussi par rapport à Secret Manager, c'est que l'on gère aussi tout ce qui est système de chiffrement. Donc Vault est aussi un gestionnaire de clés à travers ses API. Et donc justement de plus en plus en fait, comme tu dois le rencontrer aussi fréquemment, c'est la problématique de la gestion de la donnée, de la sensibilité des données que l'on doit déplacer sur le cloud ou ne serait-ce que stocker en fait d'une certaine manière. Donc déjà, on a la possibilité du coup de pouvoir faire ce qu'on appelle du format preserving encryption, donc d'encoder en fait des données dans un format bien spécifique, typiquement un format de carte bleue, un format de sécurité sociale ou une adresse ou des choses comme ça. Ce qu'on va prendre en fait, si on va prendre ces données, on va les encoder pour garder le format par rapport au schéma des bases de données. Mais par contre, elles sont stockées encodées. Ça, c'est un des premiers points. Et donc, on va un peu plus loin aujourd'hui, c'est que maintenant, on va sur le futur de ça, c'est la tokenisation.
Et c'est justement l'anonymisation de ces données. Et donc Vault devient en fait, si tu veux, va devoir gérer en fait la base de tokens. C'est lui qui va les gérer. Et donc ça va permettre déjà dans un premier temps de pouvoir exporter. Et ça on le voit de plus en plus justement de tout ce qui est traitement de la donnée massif. C'est exporter des données à l'extérieur de ces data centers. Donc typiquement dans le cloud, AWS ou autre. Mais pour cela, souhaite les anonymiser. Et donc, on peut utiliser justement ces mécanismes de tokenisation au niveau de Vault. Donc ça, déjà, c'est ce qui arrive en fait dans les futures versions de Vault. Autre point important, le premier, je suis désolé, c'est en bêta tech preview sur Azure, mais ça arrive très rapidement sur AWS. Sur AWS aussi. C'est le bring your own key. C'est plus une problématique au niveau des régulateurs. On est en Europe, on sait comment ça se passe, c'est assez contraignant et c'est normal. On a besoin en fait les banques ou des systèmes fédéraux ça existe, oui, fédéraux ou publics, ont besoin en fait de s'assurer que ils restent propriétaires de la clé qu'ils utilisent dans le cloud. Mais comment gérer cette problématique-là de rotation et autres. Et donc, on a justement ce Secret Engine nouveau qui est en tech preview depuis la 1.6 et qui donne en fait cette possibilité de manager. Donc en fait, on va tout simplement parler avec les API, donc là dans un premier temps de KeyVault, mais demain de KMS, pour aller nous-mêmes générer la clé et gérer cette rotation de clés à ce niveau-là. Et puis tu as parlé du HashiCorp Cloud également. Oui, et c'est là pour le coup, c'est AWS qui est la primeur. On est depuis peu en private beta sur HCP, donc HashiCorp Cloud Platform, et là sur la partie Vault. Donc c'est-à-dire que l'on délivre en fait un système totalement managé par HashiCorp, qui va être commandable à travers bien sûr AWS. Et donc on a déjà Consul qui passe en GA bientôt. Et donc Vault qui est prévu dans la roadmap et qui va s'étendre avec la particularité de gérer aussi bien les US que l'Europe et d'autres plaques. Et donc, ça me permettrait, moi, client utilisateur de Vault, de plus devoir déployer et gérer l'infrastructure moi-même, Exactement. mais de vous déléguer ça, d'utiliser Vault comme un service à travers une API hosté chez vous. Tu as dit que Vault était en open source, donc je peux télécharger et l'utiliser gratuitement, mais évidemment, vous avez une version Enterprise également. C'est quoi les différences majeures entre la version open source et la version Enterprise? Et puis la question suivante, ça serait évidemment, et combien ça coûte, monsieur? Mais commençons d'abord par les différences. Alors, les principales différences vont être au niveau justement de tout ce qui est protection du système Vault. Tout ça, on fonctionne avec des packages, avec des modules. La plateforme de base, entre guillemets, d'une version Vault Enterprise, on offre en fait directement la réplication Disaster Recovery, donc la possibilité de répliquer Vault, toujours au niveau applicatif. C'est vraiment ça qui est important parce que la réplication au niveau du stockage, c'est pas la même chose que la réplication au niveau de l'application. Donc ça, la notion de namespace dont j'ai parlé tout à l'heure, la possibilité de pouvoir en fait découper dans Vault plusieurs petits Vault plutôt que d'en créer autant que nécessaire, et la partie justement monitoring à travers l'application Splunk. Ensuite, 3 autres packages viennent avec, et donc qui sont chacun des modules complémentaires que l'on peut ajouter. Un très important qui est tout ce qui est gouvernance et policy, donc qui là va intégrer le HSM, donc le HSM physique ou cloud HSM d'AWS, ça marche pareil, hein, pour apporter en plus la certification FIPS 140-2. Ça, c'est vraiment dans le monde de la donnée bancaire et ainsi de suite. Tout ce qui est gestion de policy as code à l'intérieur de Vault comme Terraform, c'est exactement le même outil. Et d'autres aussi fonctionnalités permettant de faciliter la mise en place de la RGPD, le contrôle en fait des accès justement au niveau des secrets. Enfin, 2 derniers modules, un qui est un multi-data center and scale, donc la possibilité en fait de déployer Vault sur différentes régions, différents clouds, différents data centers même internes, et de les faire répliquer et de voir en fait, si tu veux, une seule et même console où on voit tout, d'accord, où tout est répliqué, tous les secrets sont répliqués, les méthodes d'authentification et autres. Mais par contre, j'y accède localement parce que c'est principalement ça l'intérêt. On y accède en read localement, d'accord, et donc ça nous permet d'accéder au plus près des applications. Et dernièrement, l'ADP qui est l'Advanced Data Protection, qui là
c'est tout ce qui est tokenisation et FPI, data masking, donc des protections avancées de la donnée qui sont des modules complémentaires. Donc voilà à peu près, ça couvre un large spectre en fait. Mais ça me semble un no-brainer. Si on est une entreprise, on utilise la version Vault Enterprise pour tous les avantages que tu viens de donner. Mais le fait d'avoir la version open source permet aux développeurs de l'acquérir facilement et de ne pas devoir commencer à pinailler, à compter les licences. Ah oui, il y a un laptop là, il y a un laptop là. Exactement. Il y a une chaîne de dev, etc. Mais on paye pour sa prod et tous les modules complémentaires qui sont autour de la prod, ce qui me semble un modèle économique classique aujourd'hui dans l'industrie IT. Parlant de modèle économique, je ne vais pas te demander les prix exacts, mais les métriques de pricing, quelles sont les métriques auxquelles je dois faire attention? Alors, si je parle à quelqu'un qui est plutôt dans la branche FinOps. Alors, les métriques importantes sont le nombre de clusters. D'accord. Donc, combien j'ai de clusters? Donc, imaginons que je suis dans un truc standard. Je suis client typique français. J'ai pas encore de cloud et j'ai un site primaire, un site de DR. En fait, j'achète un cluster parce que le cluster de DR est inclus dedans. Et donc, j'ai des fonctionnalités, comme je les ai expliquées. Après, en fonction des modules, c'est plus ou moins cher, mais c'est en fonction des fonctionnalités auxquelles on souhaite accéder. Donc, la première métrique, c'est le nombre de clusters. La deuxième étant le nombre de clients. Alors, qu'est-ce qu'un client? C'est toujours là où on perd un peu, en général, un peu tout le monde. C'est quelqu'un ou quelque chose qui crée une identité au niveau de Vault, donc qui va s'authentifier à un instant T. Donc, ça peut être un token, ça peut être un compte LDAP, ça peut être une machine EC2, d'accord? Tout ça, c'est considéré comme un client. Et donc, on a des packages, bien sûr, qui vont, alors on commence pas à 2 clients parce que ça servira à rien, mais c'est 50, 100, 200, 500, 1000, peu importe derrière. Voilà à peu près les 2 gros métriques importants au niveau de Vault. Et si vous êtes client AWS, et a priori, si vous écoutez ce podcast, vous êtes client AWS, ou en tout cas vous êtes intéressé par AWS, vous retrouverez également Vault, la version open source sur le marketplace d'AWS, comme Terraform Enterprise est là aussi, Consul Enterprise est également. Petite question rapide, je vois qu'il y a Consul Enterprise, Terraform Enterprise, mais pas Vault Enterprise, c'est juste Vault Open Source. On peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Oui, alors l'avantage qu'il y a aussi là-dessus, c'est que en fait, c'est juste un binaire qui change. Donc, on a la possibilité, effectivement, du fait que Vault déjà est hautement disponible à travers ses propres mécanismes de clusterisation, je peux simplement passer d'une version OSS à une version Enterprise en changeant de binaire. Ça me semble clair. Merci Nicolas pour toutes ces explications. Release.hashicorp.com, j'ai bien écouté ce que tu as dit. Donc si je veux commencer aujourd'hui, je mettrai évidemment le lien, l'URL dans les notes du podcast. https release.hashicorp.com pour télécharger le binaire aujourd'hui. Et un autre point aussi très important, si on veut apprendre à s'en servir, c'est learn.hashicorp.com, notre plateforme d'e-learning, où tout est intégré et il y a même des tracks spécifiques pour AWS. Donc learn.hashicorp.com et les 2 liens seront dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.